Bon, donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un petit préambule pour cette première journée des webinaires scientifiques de Podo Expo, donc, qui est le e-salon de la podologie virtuelle de cette année 2021. Avant toute chose, donc, je me présente, donc Jérémy Prieux, je suis cofondateur de Diagnostic. Et c'est vrai que pour cette deuxième année de pandémie, malheureusement, le salon physique a encore été annulé. Euh, Moi, je suis moi-même podologue, donc c'est vrai que je vis ça dans la même difficulté que vous. Et c'est vrai que je trouve que le salon nous permet toujours de nous rapprocher, d'échanger avec nos distributeurs, nos formateurs. Il y a souvent des programmes scientifiques qui sont qualitatifs, donc c'est un moment vraiment d'échange. Donc avec nos équipes, et après on a réuni effectivement quelques, euh, quelques amis distributeurs, fournisseurs ou autres, institutionnels par exemple. On a essayé de mettre en place un événement d'une semaine pour effectivement créer une dynamique, puis va permettre à tout à chacun de se retrouver, de pouvoir échanger. Donc, je suis très heureux d'avoir réussi à mettre ça sur pied avec leurs aides, parce qu'il y a une vraie synergie qui s'est créée. Et je pense que la pandémie peut nous apprendre aussi effectivement à travailler main dans la main tous ensemble. Donc voilà, je clôturerai comme ça. Donc n'hésitez pas à en parler un petit peu autour de vous. Donc Podo Expo, c'est entièrement gratuit, c'est un e-salon virtuel. Vous allez pouvoir retrouver vos stands des exposants avec effectivement toutes les promotions salon que vous pouvez trouver. Il y a à chaque fois des petits jeux à gagner. Tous les jours, vous pouvez gagner des jeux gratuits. Il y a une roue de la fortune à faire tourner avec des lots également nombreux. Et après, tous ceux qui auront participé au salon virtuel, samedi, il y aura un tirage au sort avec des lots mis en place par nos partenaires premium qui sont Connaissance Évolution, physiothérapie.com, Podo France, Scientifique et GES Podo et nous-mêmes Didoc qui vous seront offerts. Et on clôturera ce salon numérique par la table ronde des institutionnels samedi midi avec l'ordre, les syndicats, etc. Donc tout de suite, je vais vous faire découvrir le webinaire scientifique de Thibaut Noailles. Donc Thibaut qui est un ami euh, du premier confinement, ça crée des liens, qui est un chirurgien qui est très pratico-pratique, très innovant. Et donc, je vais lui laisser prendre la main en en lui donnant les droits. Thibaut, je te laisse te présenter. Ouais, j'essaie de partager, j'attends que tu… C'est bon, tu as la main. Bonjour à tous. Donc Thibaut Noailles, je suis chirurgien à Bordeaux, spécialisé dans la chirurgie du genou. Et l'objectif, ça va être de pouvoir… hop, je partage juste ça. L'objectif, ça va être de faire une présentation, alors pas sur l'aspect technique, sur l'aspect chirurgical, ça je pense que tout le monde s'en fiche, mais sur quelque chose qui nous intéresse tous, le post-opératoire, puisque c'est une période où en fait dans nos différents cabinets, surtout en kiné, surtout dans le cabinet chirurgical dans le premier mois, mais pourquoi pas aussi dans le cabinet du podo, on va voir nos patients et on va se poser des questions sur les prescriptions, sur pourquoi lui il a un attel, pourquoi lui il n'a pas commencé la rééducation, etc. Et je vais essayer de revenir avec vous sur ce premier mois qui est vraiment un mois charnière. Et c'est un topo qui est tiré d'une conférence d'enseignement qu'on avait fait au congrès de la Société française d'arthroscopie en 2019 avec le docteur Fayer, le docteur Hardy et le docteur Toinen. Donc, l'état des lieux sur la chirurgie du croisé, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est une chirurgie qui est fréquente. Une considération importante, c'est la notion de travail multidisciplinaire. On se rend compte que le patient, le chirurgien, le kiné, le podo, un peu plus tard, vont avoir un impact dans la réhabilitation du patient et qu'à moyen ou long terme, les résultats cliniques sont bons. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément parfaits, puisqu'on voit que dans la littérature, il y a seulement un quart des patients qui est classé IKDCA et on a encore des progrès à faire. Alors, on essaie de faire des progrès notamment sur la reconstruction, être le plus anatomique possible. Et il y a cette notion qui est importante d'une anatomie à un seul faisceau, qui est plat, étendu en ruban entre ses insertions tibiales et fémorales. Et ça, c'est un chirurgien polonais qui l'avait décrit le premier et que j'avais pu ensuite confirmer dans une étude anatomique. Donc, l'anatomie du ligament croisé, on a tous appris que c'était deux faisceaux, mais en fait, c'est un seul et unique faisceau. Et aussi, il y a la considération globale du genou, c'est-à-dire que le ligament croisé, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et il y a d'autres structures à prendre en compte, le ligament antérolatéral, sur lequel l'équipe de Santi et notamment le docteur Sonnery Côté à Lyon ont beaucoup travaillé, et aussi la gestion des lésions méniscales, les racines du ménisque, la jonction entre la capsule et le ménisque.
Tout ça, c'est des nouvelles lésions qui ont été démembrées et les prendre en charge au moment de la ligamentoplastie du genou permet cette considération du traumatisme global et donc d'espérer de meilleurs résultats cliniques et moins de conséquences à moyen et long terme. Quand je dis ça, c'est-à-dire moins d'évolution vers l'arthrose. Ça, c'est pour les aspects techniques purs, mais en fait, on peut faire la meilleure chirurgie du monde si on ne prend pas bien en charge avant, pendant, après. Il y a quelque chose qui n'ira pas. Il faut bien sûr prendre en charge l'aspect chirurgical, l'aspect psychologique et puis tout ce qui est autour qui va être très important et sur lequel la littérature répond à pas mal de questions. Alors, et après, on a passé cet aspect chirurgical pur et on va parler de comment on voit nos patients après. Alors, vous verrez tous maintenant, c'est en ambulatoire. Vous avez des patients qui rentrent le matin, qui sortent le soir, et ça, quel que soit l'âge, quelles que soient les comorbidités, quels que soient les gestes associés. C'est une chirurgie qui est devenue mini-invasive grâce à l'arthroscopie, à ces petites incisions qui permettent de faire beaucoup de choses sans grande cicatrice. Et donc, l'ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, eh ben, elle est efficace sur le plan sanitaire et elle permet une satisfaction du patient et une économie de santé. Donc ça, c'est validé par la littérature. La chirurgie du ligament croisé se fait en ambulatoire. Ensuite, quand est-ce qu'on fait appuyer notre patient? Parfois, vous allez voir des patients peut-être ou des amis de l'entourage. Est-ce que tu as le droit d'appuyer? Oui, l'appui, il est complet en post-opératoire. Et il y a seulement 2 situations où on va retarder l'appui. C'est quand on a une lésion radiaire, c'est-à-dire que le ménisque que l'on voit ici de vue supérieure, comme une forme de C, va être cassé en deux. Et on sait que si on appuie avec le fémur à l'intérieur de cette lésion, elle va s'ouvrir, notre suture va s'ouvrir. Et puis, il y a les lésions de la racine. Vous avez vu quand je montrais juste avant, les lésions de la racine, c'est l'ancrage osseux du ménisque. Eh bien, on sait que si on appuie dessus, on risque d'abîmer la suture. Donc, c'est les 2 seules situations où l'appui est interdit, mais dans 95 des cas, 90 des cas, l'appui sera complet. Et donc ça, dans le service, ils vont le travailler avec le kinésithérapeute pour s'assurer des bons gestes, pour rassurer le patient, lui dire: «Voilà, ce qu'on a fait, c'est costaud, tu peux appuyer dessus» et puis pour donner les premières consignes aussi, sur le post-opératoire. Vous les verrez aussi souvent avec des attelles de cryothérapie. Alors peut-être que vous ne les verrez pas parce qu'ils font plutôt ça normalement de façon, périodique dans la journée. Ils ne viennent pas dans vos cabinets avec l'attelle de froid. Mais le froid a montré, son efficacité dans la diminution des douleurs. La cryothérapie permet une vertu anti-inflammatoire qui est à l'origine dans les études d'une diminution de la consommation d'antalgiques. Et on a vu aussi qu'il y avait une supériorité à l'association cryothérapie plus compression versus cryothérapie seule. La compression va participer au drainage, va appliquer le froid correctement sur le genou. Et donc, cryo plus compression, c'est supérieur à la cryothérapie. La cryothérapie, et vous le savez vous aussi sur la traumatologie de la cheville, sur le post-opératoire de l'avant-pied, la cryothérapie a une vraie valeur antalgique chez nos patients. Et donc, ça fait partie aussi de cette ordonnance de sortie, c'est-à-dire qu'il y a le froid et puis il y a les médicaments qu'on donne. Antalgiques, pas de consensus, palier 1, palier 2. Par contre, les anti-inflammatoires très efficaces. Et en ligament croisé, vous verrez vos patients qui souvent ont des anticoagulants, des piqûres dans le ventre. C'est ce qui est mis en place jusqu'à la déambulation complète et c'est une recommandation de la SFAR, de la Société française d'anesthésie-réanimation, et classiquement pendant 8 à 10 jours post-opératoires. C'est encore quelque chose qui est débattu. Les Scandinaves ne font pas du tout pareil, les Américains non plus, qui utilisent plutôt des anti-agrégants. En tout cas, en France, à l'heure actuelle, même si ça va peut-être changer, on utilise les anticoagulants. Ces anticoagulants, ils permettent d'éviter la complication thromboembolique qui est très rare. Hein. Vous voyez, là, c'est un case report, hein, la référence qui est citée en dessous. C'est assez rare, mais c'est pour éviter les drames. Et il y a peut-être une considération contraphobique de ces anticoagulants. Il faut faire attention aux facteurs de risque, le tabac notamment, l'âge et l'antécédent thromboembolique chez nos patients. Très important, et c'est peut-être le message qu'il faudra retenir, c'est que quand vous avez un patient qui est opéré d'un ligament croisé, maintenant et encore de façon trop fréquente, il sort avec une attelle. La littérature là-dessus, elle est unanime. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à l'attelle d'immobilisation en post-ligament croisé. Et au-delà du fait qu'il n'y ait pas d'intérêt, c'est même qu'il y a un effet délétère sur la force musculaire, fonte musculaire assez importante, et sur les mobilités, en raidissement de l'articulation. Donc, un peu comme les anticoagulants, il y a cette notion contraphobique. Et vous voyez, vous avez 2 références ici de journaux qui sont vraiment des journaux de qualité. Encore une référence ici, l'attelle en post-opératoire d'un ligament croisé n'est pas utile. Très important.
Par contre, vous les verrez venir avec des béquilles. Alors là, on manque de données dans la littérature, mais ce qu'on voit, et on avait fait une étude de pratique au niveau de la SFA, les patients, vous les verrez arriver avec des béquilles parce que même si on a confiance dans la tenue de notre greffe, eh ben, il faut soulager un petit peu cette appui, soulager l'inflammation. Ça reste une agression pour le genou que de se faire opérer. Il y a des tunnels osseux, donc on va créer de l'œdème à l'intérieur de l'os. Et les béquilles permettent de soulager l'appui. On a le droit d'appuyer, mais on essaye de soulager l'appui pour diminuer les douleurs, notamment sur les 15 premiers jours, les 21 premiers jours. Exactement la même durée pour les bas de contention. Pas beaucoup de données scientifiques dans la littérature, mais en tout cas, ça a une vertu thromboprophylaxique. On évite les risques thromboemboliques, mais aussi et surtout d'éviter le drainage. On sait que le patient il va reprendre une déambulation, il va se reverticaliser. Le genou peut avoir tendance à gonfler lorsqu'on le ressollicite après la chirurgie. Et les bas de contention permettent de limiter ça. Et on l'utilise pendant 21 jours. Et la rééducation, quand la commencer, eh ben ça, en fait, on dit qu'il faut la commencer d'emblée. Et le kiné, lui, il va s'adapter au délai opératoire. Il va voir en fonction de la date de la chirurgie du patient quels exercices associés. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous donner il n'y a pas de protocole miracle. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'investissement du patient il est très important dans l'autorééducation, qu'il y a des protocoles et notamment des timelines sur certaines choses à ne pas faire pour ne pas endommager la greffe. Mais après, il y a plusieurs exercices qui ont été décrits et qui ont tous une certaine efficacité. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vos patients, quand vous les voyez, vous pouvez dire, tu peux commencer la rééducation d'emblée. Le kiné s'adaptera, mais la rééducation peut être réalisée d'emblée. Et après, il y a cette consultation à 1 mois qui est très importante pour parler d'une complication qui est peut-être la complication à démasquer, vous aussi en tant que professionnel de santé. Cette complication, c'est la raideur. Un patient, si on n'a pas bien mis en place tout ce dont on vient de parler, le froid, les béquilles pour soulager l'appui, la rééducation immédiate, l'absence d'attelle, il peut avoir une complication qui est la raideur. Et notamment, cette raideur, c'est le déficit en extension qui peut entraîner, on va le voir juste après, un fameux syndrome du cyclope, c'est-à-dire que quand vous mettez en extension le genou, vous allez avoir une boule de fibrose qui s'est créée parce que le patient a eu mal et il n'a pas pu étendre complètement. Donc, la nature ayant horreur du vide, elle s'est comblée avec ce petit syndrome du cyclope. Et ce déficit d'extension, il a une origine neuromusculaire. Et ça, c'est un gros travail, encore une fois, de l'équipe de Santi, du docteur Bertrand Sornécotet, et c'est une diapo du docteur Fayard. C'est l'origine neuromusculaire, c'est la iatrogenic muscle inhibition. C'est-à-dire que ce déficit d'extension, lié à des contextes nociceptifs, de la douleur, eh ben, il va entraîner une adaptation musculaire pathologique qui est un mécanisme de défense au départ, hein, et qui devient pathologique puisque le quadriceps se sidère, le muscle vaste médial en avant, les extenseurs arrête de bosser, donc le genou a tendance à tomber, on n'a plus les derniers degrés d'extension là où travaille ce vaste médial. Et puis on a en arrière du genou une contraction réflexe des ischio-jambiers, comme une corde qui vient justement entraîner ce flessum. Et donc il faudra absolument dans les 3-4 premières semaines le travailler avec l'inhibition de la nociception, la cryothérapie, les médicaments contre la douleur, le réveil du vaste médial, du quadriceps devant, avec notamment de l'auto-rééducation assez intensive, et puis l'exercice que vous voyez en bas, justement de contraction réflexe et de biofeedback au niveau du patient, et puis un travail au niveau du relâchement des ischio-jambiers, ce qu'on appelle l'épuisement des ischio-jambiers. On ne veut pas les renforcer, ces ischio-jambiers, mais on veut les épuiser pour que cette corde elle se relâche en arrière, que le vaste médial devant il se réveille et qu'on puisse réactiver tout ça pour éviter les complications éventuelles. Et vous avez compris, ce travail neuromusculaire, il y a une boîte notamment qui s'appelle Aliane qui travaille là-dessus, sur la reprogrammation neuromotrice pour réveiller ce quadriceps, relâcher ses ischio-jambiers. Et il faut bien sûr l'éviter parce que sinon, ça arrive au fameux syndrome du cyclope qui peut entraîner une nouvelle réintervention, une nouvelle intervention pour nettoyer cette petite boule graisseuse, enfin boule fibreuse en avant du ligament croisé antérieur à son insertion tibiale. Et puis, ça peut entraîner aussi de l'arthrose. Ça a été prouvé dans la littérature. C'est-à-dire que quand on a un déficit d'extension comme ça, eh bien, le degré d'arthrose à moyen et long terme est plus important dans ce groupe raideur. Donc, en conclusion et volontairement, vous avez vu, j'ai très peu parlé de l'aspect chirurgical. Et s'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai avec plaisir. Mais l'idée, c'est de comprendre cette considération du traumatisme global du genou,
Il y a un aspect psychologique, un aspect physique. Il y a le ligament croisé, mais il y a les parties latérales, les ménisques sur le côté. Ce traumatisme global, il découle sur une prise en charge multidisciplinaire. Le chirurgien ne fera pas tout seul. Il y aura l'apport du kiné, du patient, du podologue. Cette période du 1 mois, elle est stratégique. C'est vraiment là qu'il faut absolument déceler les complications et pouvoir les traiter de façon aiguë pour éviter ces séquelles, hein, que vous avez pu voir comme l'arthrose. L'appui au quai, pas d'attelle, très important, message à retenir. Et puis, lutte contre le flessum, c'est extrêmement, extrêmement important pour justement éviter la réintervention et les séquelles. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis dispo pour répondre à toutes vos questions s'il y en a, en espérant que cet aspect pratico-pratique vous ait plu. Alors, merci beaucoup Thibaut, merci pour le timing parfait. Ça, c'est top. Donc, n'hésitez pas, oui, à transmettre vos questions et réponses dans l'outil Q&R ou alors dans l'outil discussion, j'arriverai à modérer. Donc, je viens d'en a posé une. En attendant que d'autres questions arrivent, je vais poser la première euh, sur effectivement l'aspect podologique. Cas pratique, nous, on a des patients qui arrivent post-chir LCA où ça fait quelques mois qu'ils ont été opérés. Il y a déjà eu le kiné, etc. Donc, on est vraiment à distance. Mais on se retrouve avec un flexum qui persiste quand même. Et en fait, ça met cette fameuse bascule de bassin un petit peu, hein, ça met effectivement le bassin un petit peu obligatoirement un petit peu plus bas d'un côté. La question, c'est est-ce qu'il faut continuer à réinsister en renvoyant chez le kiné? Est-ce qu'en fait, il faut compenser cette jambe courte parce que c'est peut-être rigide et ça ne. Enfin, c'est pas une vraie jambe courte, hein, j'entends. Mais voilà, est-ce que toi, d'un point de vue chirurgien, quelles sont votre vision là-dessus? Est-ce qu'en fait, une fois que le genou est en flexum totalement rigide, est-ce qu'il faut venir le compenser peut-être par une semelle orthopédique ou alors il faut réinsister en kiné? Alors, je pense que tu as dit le bon terme, c'est-à-dire flessum rigide, on va dire, flessum non réductible. Je pense qu'il ne faut surtout pas le compenser. Parce que sinon, on va entretenir cette inégalité de longueur fonctionnelle. Et donc, il faut absolument pas le compenser. Il faut essayer de le rendre réductible par la rééducation, par des semelles activatrices, inhibitrices. Mais il faut assez vite qu'il revoie son chirurgien. Parce que probablement que s'il est fixé, s'il est non réductible, il se passe quelque chose à type de syndrome du cyclope et qu'il y aura peut-être besoin d'une réintervention. Donc, en fait, ça rejoint la question de Raphaël. En fait, il n'y a pas d'autre moyen de contrer contre un syndrome du cyclope que l'opération. Non, alors quand le syndrome du cyclope est fixé, il faut imaginer mécaniquement cette boule qui est devant, qui vient empêcher l'extension. Et il n'y a pas Le premier traitement, il est préventif. Éviter qu'on laisse cet espace vide avec la nature qui a horreur du vide. Et le deuxième traitement, il est chirurgical avec une synovectomie, une libération mobilisatrice du genou sous arthroscopie. Et est-ce qu'il y a des cas où les chirurgiens vont dire bah non, on ne retouche pas quand même? Et dans ces cas-là, C'est possible, mais si le traitement fonctionnel rééducation a été bien mené, si le flessum est fixe et si l'IRM retrouve un cyclope syndrome, la plupart du temps, les chirurgiens réopèrent. alors j'oublie pas Juliane pour le coup, est-ce que la complication du cyclope, elle est plus fréquente dans certaines méthodes de chirurgie? Alors, sur la greffe, il n'y a pas de. Donc, j'ai publié un article sur les facteurs de risque du syndrome du cyclope qui a été publié il y a 2 ans. La greffe n'est pas en cause. La greffe n'est pas en cause. Il y avait avant des reconstructions à double faisceau qui entraînaient un peu plus de syndrome du cyclope, mais qui aujourd'hui ne sont plus trop, voire plus du tout réalisées en France, je crois. Il y a des aspects techniques, par exemple le fait de garder le reliquat, garder l'ancien ligament. Cette fameuse incorporation de la greffe dans ce reliquat, ce n'est pas facteur de risque de cyclope. Et puis après, il y a l'aspect technique du tunnel tibial. Où est-ce qu'il est mis? Ça, il faut faire attention au tunnel tibial trop antérieur. Mais en tout cas, sur la question de Juliane, si c'est concernant la greffe, il n'y a pas de différence. Eh merci beaucoup Thibaut. Donc effectivement, c'est des sujets qui sont très très rééducation avec une prise en charge qui est beaucoup faite par les kinésithérapeutes. Donc effectivement, au niveau des podologues, n'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions là, j'ai essayé de voir un petit peu s'il y avait d'autres questions là-dessus sur effectivement cette prise en charge post LCA.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas, vous pourrez me remettre les questions dans les différents outils. Je retransmettrai bien sûr à Thibaut qui a l'habitude de cet exercice de style. Thibaut, tu veux conclure par un petit mot? Juste te remercier et te féliciter pour ton e-congrès. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, j'y répondrai avec plaisir. Ouais, merci beaucoup Thibaut. On va pouvoir maintenant continuer avec effectivement l'intervention d'un de nos partenaires privilégiés qui est donc, le Pot de France. Hop, je vais donner la main à Aurélien. Tac. Aurélien, en attendant que tu t'installes, Thibaut, tu es encore là ou pas? Thibaut, peut-être pas. Pour la question de Mathilde, je la retransférerai bien sûr à Dr Noailles sans problème. Donc, on va pouvoir effectivement écouter donc l'équipe de Pot de France. Vous pouvez ouvrir votre micro pour qu'on vous entende si vous le souhaitez. Tu m'entends, Jérémy? Oui, je t'entends. Parfait. D'accord. Attends, on va essayer de retourner la caméra. Tu dois pouvoir. On devrait mettre la caméra arrière. Donc, pour le coup, en préambule, on va avoir la chance, entre les deux webinaires scientifiques, d'avoir effectivement Pot de France et après scientifiques qui vont pouvoir nous faire un petit exposé de 15 minutes sur effectivement leur plus-value professionnelle pour le monde de la podologie. Est-ce que tu es prêt, Aurélien? Excuse-moi, Jérémy? Ouais. On essaye de remettre la caméra. Bon, on va faire ça. Super. On va faire ça comme ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bah, bonjour à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Si, on t'entend bien. Super. Donc, écoutez, c'est un plaisir d'être là. Surtout que cette année pour Pot de France, c'est une année importante parce que c'est un anniversaire très important. C'est notre 50e anniversaire. Pot de France a été créé en 1971. Donc, c'est l'occasion pour nous de faire plein de choses tout au long de cette année, de faire plein de promotions diverses et variées, de faire des jeux concours également sur nos réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, avec des lots, des pinces, des bacs à ultrasons, des micromoteurs, etc., qu'on offre à nos adhérents. Et puis surtout des promotions vraiment sur l'ensemble de notre catalogue, sur notre stand virtuel. Vous avez d'ailleurs accès à des promotions, par exemple sur les podos promo, le printemps de podos promo avec des promotions sur tout le consommable. Donc ça, vous le retrouverez. Hein. Ça, c'est des choses que la plupart de nos clients ont l'habitude d'avoir. Hein. Donc c'est une promotion sur des lames de bistouri, Swan Morton, des lames de gouge, de matériel de désinfection, des recouvrements VA, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de classique. Mais cette année, comme c'est le 50e anniversaire, on a voulu aller encore plus loin. Et avec notre partenaire historique Namrol, avec qui on travaille main dans la main depuis des années, on a fait une promotion qui va durer toute l'année, qui commence à partir d'aujourd'hui, hein, qu'on a profité de ce e-salon, qui s'appelle les podos promo Namrol, que vous retrouvez également sur le stand virtuel. Hein, et là-dessus, on va avoir des promotions sur l'ensemble du matériel Namrol, que ce soit les fauteuils, que ce soit les unités de soins, les thermopresses, les bancs de façonnage, etc. Et avec vraiment en partenariat, on a été sur des remises qu'on n'a jamais faites, sur des remises de 25% par exemple sur nos fauteuils, sur les unités de soins également. C'est des choses qu'on fait pas sur les salons. Hein. On est plutôt sur des 15-20% selon les devis, la totalité. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et ça, on va le faire tout au long de cette année 2021 qui est une année importante pour nous. Parce que oui, 50 ans, ça doit se fêter. Ouais.
Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est on vous montre un petit peu là. Donc là, on est dans le showroom de Torcy. Le showroom de Torcy est donc à côté on est pas loin de Rosicet, hein, pour ceux qui sont peut-être déjà venus nous voir. Et donc là, on va vous montrer l'ensemble de notre gamme de fauteuils. Par exemple, donc là, on est sur nos fauteuils Namrod, donc c'est pour à un moteur. Donc, on est sur le bêta. Donc, le bêta, donc tout ça, c'est bien sûr des constructions 100% Namrod. Namrod, ils sont à côté de Barcelone. Aurélien, n'hésite pas à parler un petit peu plus proche du micro, s'il te plaît. Ah, attends, je sais pourquoi. C'est comme on a les problèmes de son, hop, il faut que je me promène avec le téléphone. C'est beaucoup mieux. Tu dois mieux m'entendre là. C'est parfait. Voilà. Je vais garder le téléphone avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, le fauteuil bêta, le fauteuil à moteur. Donc, bien sûr, donc on est sur un moteur donc avec un trait d'Edinburgh compensé. Hein, donc, on va avoir un fauteuil qui va s'incliner tout seul plus on monte. Tous nos fauteuils, on est sur des hauteurs en bout de jambière de 1m30. Donc, par exemple, moi qui fais quasiment 1m90, si vous aimez plutôt bien travailler sous le talon, c'est des choses qui sont pas compliquées avec ce type de fauteuil, avec des jambières bien sûr pneumatiques, d'accord, hein, allongeables, écartables. Les dossiers, lui, il va être manuel, hein, donc puisque c'est un seul moteur, donc on va pouvoir abaisser manuellement ce type de fauteuil. Après, vous allez avoir également des fauteuils de moteur. Donc là, on a deux fauteuils de moteur. On a le Alpha et le Delta Plus. On est toujours bien sûr sur des hauteurs de jambière 1m30 au bout de jambière. La grosse différence, par exemple, sur l'Alpha, c'est que on va avoir les mêmes mouvements que sur le même moteur de tout à l'heure. Hein, donc, bien sûr avec la montée et descente, avec l'inclinaison compensée. Mais là, le dossier, lui, au lieu d'être manuel, on va pouvoir bien sûr l'incliner électriquement. Alors, tous les moteurs qui sont sur tous les fauteuils Namrod, donc ce sont des moteurs électriques. Hein, c'est une marque très connue danoise, c'est du très très haut de gamme. Donc c'est fini maintenant les moteurs avec de l'huile dedans, par exemple, hein, qui pouvaient fuir avec le temps. Hein, c'est une nouvelle génération. Le deuxième fauteuil de moteur, c'est le Delta Plus. Alors, comme vous pouvez voir, à chaque fois, il y a des coloris qui sont plus ou moins différents. On a jusqu'à 16 coloris, hein, on va dire standard, sur les fauteuils Namrod. Donc là, on va avoir deux moteurs, c'est-à-dire que sauf que là, les deux moteurs, ça va être la montée et la descente. Sauf que l'assise, elle ne va pas être compensée. On va pouvoir la contrôler complètement indépendamment. Alors, c'est important parce que ça va vous permettre, entre autres, pour les professionnels qui ont besoin d'avoir un fauteuil qui puisse faire une table d'examen à n'importe quelle hauteur, hein, dans leur travail, parce qu'ils n'ont pas forcément la place d'avoir une table d'examen à part. Donc, on va pouvoir faire, avec le dos moteur, une table d'examen à n'importe quelle hauteur. Vous voyez, par exemple, ici, hein, n'importe quelle hauteur, alors que sur les autres, comme on a une inclinaison automatique, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, tous les fauteuils, bien sûr, ont un bouton de remise à zéro, hein, pour pouvoir remettre le fauteuil à sa position initiale. Donc, ça, c'est voilà, les deux moteurs que nous proposons. Après, nous allons avoir plusieurs fauteuils 3 moteurs. Donc là, les 3 mouvements principaux qui sont la montée et la descente, l'inclinaison de l'assise et le dossier. Là, ça va être complètement dissocié. Donc, on a le tout dernier qui est arrivé, qui s'appelle le Zeta, qui est celui-ci, que je trouve personnellement super beau, qui est très fin, qui est très très, très confortable. Hein. Et donc là, on va avoir les 3 moteurs, les 3 mouvements qui vont être complètement dissociés. Donc, bien sûr, la montée et la descente. On va pouvoir, par exemple, sélectionner l'assise. Et puis, le dossier également. D'accord, avec la têtière, toujours pareil. Les jambières qui sont, bien sûr, allongeables.
écartables pour faire rentrer les patients par le devant. Donc ça, on est sur du 3 moteurs. On a bien sûr des mémoires de position avec la nouvelle pédale. On a également des mémoires de position, mémoire 1, mémoire 2, qu'on va pouvoir enregistrer comme on veut. Et toujours bien sûr la position initiale pour pouvoir redescendre le fauteuil totalement. Mon téléphone. Sinon, on va pas m'entendre. Deuxième fauteuil 3 moteurs qui est le Nova. Alors là, en l'occurrence, c'est un fauteuil qu'on vend quasiment toujours pour les mêmes demandes. C'est-à-dire que c'est vraiment un fauteuil qui va faire une véritable table d'examen. Comme vous pouvez le voir, on a moins de courbes que sur les autres fauteuils que j'ai pu vous montrer. On est sur également un fauteuil qui va donc bien sûr pouvoir mettre à n'importe quelle hauteur la table d'examen. Vous pouvez le voir, avec rotation bien sûr toujours. Et également, c'est un fauteuil qu'on nous demande de plus en plus parce que le professionnel va avoir des patientèles avec un besoin de place et de confort plus important sur des poids importants, sur des personnes qui prennent plus de place. Donc là, on a beaucoup plus de place, d'écartement entre les accoudoirs. Et en plus, on a des coussins qui vont être plus épais et avec un short qui va être plus faible par rapport au reste de la gamme. Donc, on va avoir un sentiment de confort qui est vraiment plus important. Donc, ça, c'est le Nova. Donc, c'est vrai qu'esthétiquement, il est peut-être un petit peu plus brut, mais voilà, il est super pratique justement pour gérer des patients qui sont un peu plus imposants. Et puis également sur un besoin d'une véritable table d'examen. On sait que de plus en plus, selon les spécialisations, on a besoin de ce type de fauteuil. Alors, pour en finir après sur, on va dire, le box de soins, on a bien sûr aussi, vous trouverez sur notre site ou sur les différentes brochures qu'il y a sur notre stand virtuel, vous avez également toute la gamme des unités de soins, donc qui sont 100% Namroll, 100% professionnel, c'est-à-dire que structure en acier, peinture au four, des dessus qui sont en chirofibres, ce sont les matériaux qu'il y a dans les salles de chirurgie. Donc tout ça vraiment, c'est des structures en acier qui sont soudées d'un bloc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'assemblage de ce type qui on sait qu'il va avoir du mal à bien vieillir. Donc par exemple celui-ci qui est le stylo. Et après c'est complètement ajustable par rapport à votre utilisation, c'est-à-dire que toutes les unités de soins, elles peuvent être pour gaucher, pour droitier. Elles peuvent être bien sûr avec des micromoteurs à spray, que ce soit, alors nous on propose principalement du Bien-Air ou du NSK, que ce soit également des turbines, que ce soit des micromoteurs avec canule d'aspiration, seringue. Vous pouvez l'avoir avec compresseur interne, tout est intégré à l'intérieur de ce type d'unité, tout est intégré, la bonbonne d'eau, l'unité, le compresseur, l'aspiration s'il y a, la turbine d'aspiration. Donc on va avoir seulement une prise électrique à l'arrière pour pouvoir brancher, mais on peut également aussi se raccorder un compresseur externe sans problème, un compresseur que le professionnel peut déjà avoir dans son cabinet. Donc ça c'est sans aucun problème, ce sont des configurations qu'on a l'habitude de faire. Au niveau des turbines, de la même manière, on vend plutôt par exemple de la Boralina ou de la turbine WH. Voilà, sur les unités de soins, mais on est vraiment sur quasiment du sur-mesure. Vous allez pouvoir bien sûr choisir aussi le type de lampe que vous voulez, des lampes loupes, des lampes LED de chez Wallman, des lampes ergonomiques Faro, comme la LED. Donc c'est vraiment complètement ajustable par rapport à votre façon de travailler. Alors, on a également, je mets en avant aussi notre partenariat qu'on a maintenant depuis 1 an et demi avec le numéro 1 européen
au niveau de la stérilisation, qui est WH. Je le mets en avant parce c'est vraiment un super produit, bien sûr 100% européen. Ce qui est très important, c'est que c'est un des rares sur le marché de la pédicurie qui va gérer l'ensemble de la prestation de stérilisation. C'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes l'installation de l'autoclave WH. Ils vont également faire, ce qui est une obligation, normalement, ils vont faire une qualification de l'autoclave sur site, c'est-à-dire dans votre cabinet. La plupart sont faits sur site de fabrication, hein, mais c'est bien dans les textes. Normalement, ça doit être dans les cabinets. Hein. C'est quand même une prestation où la personne va rester, le technicien va rester environ 3 heures dans le cabinet, hein, pour faire tout ça. Également, eh ben, ils vont gérer le SAV complet. Donc, c'est vraiment le SAV WH qui va s'occuper de ça. Donc là, par exemple, c'est le Lina 17 litres, hein, qui existe également en 22 litres, avec 5 plateaux. 5 plateaux, c'est vraiment du super matériel, hein, qui va être, bien sûr, on peut également brancher avec un déminéralisateur, comme ici le Multidam. Vous allez pouvoir aussi retrouver aussi toute notre gamme de thermopresse, d'accord, de presse avec pompe à vide, de chauffe, hein, le thermotech, la thermopresse, le vacuforme avec son type de refroidissement. Hein, donc ça, vous allez retrouver avec des remises qui sont vraiment super intéressantes, hein, pareil, hein, qui vont jusqu'à plus de 25%, hein, par exemple pour le vacuforme. Donc c'est vraiment un partenariat avec Namroll qui est super intéressant là-dessus. Pareil, toujours 100% fabrication Namroll. Vous retrouverez aussi dans le consommable, bien sûr, nos gammes de pinces, entre autres la pince Omega avec notre ressort révolutionnaire avec un silicone spécial, hein, qui permet d'interchanger le ressort et puis d'avoir une souplesse au niveau maniabilité. Toute notre gamme bien sûr de lames, de bistouri, de gouges, Isis, lames d'or. Tout ça, vous avez entre autres des prix super intéressants sur les lames en ce moment sur la Podo Promo de printemps. On a également toute notre gamme de cabines de façonnage. Les cabines de façonnage comme le Coolie Cab ou le Green Cab sont en faire qui est à côté. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'en podologie maintenant, on vend de moins en moins de façonnage avec aspiration. Alors c'est effectivement les orthopédistes qui nous achètent encore ce type d'appareil parce qu'ils ont un besoin de place pour des grosses pièces par rapport aux podologues. Donc là, le Coolie Cab, c'est vrai que c'est intéressant, c'est qu'on est sur une vitre antistatique et on va avoir vraiment un confort de travail, hein, parce que bien sûr, au-delà qu'on ait plus de poussière à l'extérieur, c'est surtout au niveau sonore. Vous voyez là, le touret tourne. Donc là, le seul bruit qu'on va avoir, ça va être le bruit de l'abrasion. Donc ça, c'est vraiment un confort, sachant qu'en plus, on a vraiment de plus en plus de professionnels qui sont au sein de maisons médicales, donc avec d'autres corporations à côté d'eux. Donc c'est difficile de faire vraiment beaucoup de bruit avec des turbines d'aspiration qui peuvent monter jusqu'à 70 décibels. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on vend le plus, hein, maintenant. Le petit là qui se pose sur table, avec un bac de récupération, hein, ou le grand-père, où on va avoir un peu plus de place dessus, avec un tourette qui est plus puissant, hein, et avec un sac, tout simplement, un sac poubelle, hein, qu'on va pouvoir vite récupérer, mettre à la benne, échanger. Donc, c'est super pratique. Ils sont réglables au niveau des pieds. Donc, pareil, toujours fabrication Namroll, structure en acier, avec que des matériaux vraiment professionnels et adaptés à l'utilisation du podologue. Voilà rapidement un petit peu notre showroom. Alors, bien sûr, il n'y a pas tout le matériel. Mais ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, sur les brochures. Vous avez également sur notre chaîne YouTube, on a mis pas mal de petites vidéos d'utilisation
de matériel comme les plateformes de pression, comme la Nuisi pour avec son logiciel. Donc on a plein de supports qui vous permettent de mieux appréhender les différents produits de chez Podo France. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien pour le coup. C'est toujours plus difficile d'avoir une présentation de produit à distance comme ça. C'est plus facile avec le professionnel face à nous sur un salon physique, on est d'accord, on a l'habitude, mais c'est super déjà de pouvoir déjà montrer Podo France, de montrer son showroom, sachant que nous en plus on a une force commerciale qui est présente sur toute la France. On a six responsables régionaux, donc qui sont disponibles pour pouvoir présenter. Alors, on le sait, c'est ultra important de pouvoir toucher les matériaux, de pouvoir toucher les pinces, de pouvoir. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un plus. Nos commerciaux, ils sont disponibles tout au long de l'année pour pouvoir aller voir. On a toujours ce lien, justement, grâce à ça, d'être en contact avec nos clients. Donc, ça, c'est super. Et puis, c'est obligatoire. Un podologue qui ne peut pas toucher les matériaux ou les nouveaux matériaux, c'est impossible. C'est un métier qui est tactile, qui est physique, donc c'est obligatoire. Donc nos commerciaux, ils sont dispo tout au long de l'année, ils sont toujours sur la route, là, quoi qu'il arrive. Et après, pour le showroom, c'est Paris, c'est ça? Ouais, c'est Paris, c'est à Torcy. Donc c'est juste à côté d'Euro Disney. En venant de Paris, on est à 10 km d'Euro Disney. Donc bien sûr, on est disponible sur rendez-vous avec les mesures barrières et autres, tout ça, tout est disponible. Et donc on continue nous de le recevoir et même un peu plus, je trouve, justement parce que toutes ces absences de salons, de représentation fait qu'on a toujours, on a pas mal de gens qui viennent nous voir. Alors c'est vrai que c'est plus difficile sur la région de la France, du sud-ouest, du sud-est ou de l'est de venir nous voir, parce qu'il faut s'organiser. Puis, mais on fait les dérogations qu'il faut pour que les gens puissent venir. Donc n'hésitez pas pour le coup à aller voir effectivement Podo France sur leur page virtuelle de Podo Expo au niveau du salon virtuel. Vous allez retrouver effectivement les promotions phares, leur catalogue virtuel aussi que vous allez pouvoir télécharger. Et après, en bas de page, à chaque fois, vous retrouverez effectivement de quoi prendre rendez-vous avec leurs commerciaux. Vous avez un petit agenda virtuel qui permet effectivement de pouvoir voir les créneaux disponibles entre deux consultations, entre midi et deux. Donc, en tous les cas, merci beaucoup Aurélien. Merci de ton intervention. Merci à toi. C'est un exercice de style qui n'est pas facile et tu en es bien sorti. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais moi, je prends beaucoup de plaisir. Moi, ça me manque de voir tous ces professionnels. Faut que j'aille un peu plus souvent sur la route avec mes commerciaux. Comme ça, je vais en voir plus. Mais c'est très bien. L'organisation est parfaite et puis on va suivre tout ça et on est dispo. Et Jérémy, si tu as besoin de moi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On va pouvoir effectivement continuer avec la deuxième intervention, enfin la troisième pour le coup du midi, avec Scientifit. Normalement, je vous ai donné les droits. Je pense que le micro et la caméra peuvent s'activer. Super. C'est bon. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu as besoin de projeter quelque chose en écran partagé? Ouais, j'ai une diapo à projeter. À la main, donc tu peux y aller. Comme ça, donc pendant 15 minutes, on va pouvoir découvrir un peu l'univers de Scientifit. Et après, on continuera à 13h10 avec l'intervention de Dr Pierre Barre. Alors, pour projeter, par contre, on fait comment? Tu as le partage d'écran qui doit être en bas ou en haut de ton écran. En bas, en vert. En cliquant, après, tu vas pouvoir choisir la fenêtre que tu souhaites faire. Ok, qui peut tous les uns? Ok, hop. Tac. Qui peut commencer à partager? Seulement l'autre. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout? Attends, souvent, il y a un petit temps de latence. Là, pas forcément. Pourtant, je t'ai mis en tant qu'animateur. Recommence pour voir un petit peu la manipulation. Moi, j'ai rien du tout. Je peux juste partager. Alors, qui peut partager? J'ai seulement l'hôte. Et puis, qui peut commencer à partager? J'ai seulement l'hôte aussi, mais je n'ai pas de partager l'écran. Normalement, c'est toi l'animateur. Attends, je récupère le rôle. Hop, je vais te retransférer. Hop. Vas-y, tu peux désormais l'animateur. autant pour moi, j'ai dû me tromper dans la manipulation. C'est bon. Ok. Partager. Ok. Tac. Super. N'hésitez pas pour les interventions. Donc là, Podo France, on est plus sur
sur du showroom. Donc, vous pouvez poser toutes les questions sur leur page après virtuelle dans le e-salon. Ce sera pareil pour Scientifit. S'il y a des questions, n'hésitez pas, nous les retransmettrons bien sûr à l'équipe. Eh bien, je te laisse la main pour le coup. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette présentation de 10 minutes, un quart d'heure donc sur Scientifit, une solution de semelle sur mesure imprimée en 3D. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Marlon, je suis pédicure podologue diplômé d'État depuis maintenant quelques années. Et j'ai décidé de rejoindre Scientifit au mois d'août dernier. Alors, pourquoi j'ai voulu rejoindre Scientifit? Donc, déjà, personnellement, j'ai toujours été passionné par les technologies et les innovations. Et secondairement, j'ai voulu proposer à mes confrères et mes consoeurs donc une solution innovante et pour moi la plus pertinente des solutions qui existent sur le marché, c'est Scientifit. Donc une solution proposée aux podologues de déporter leur fabrication de semelles et une solution qui pour moi est pertinente surtout pour les patients. Donc, qui est Scientifit? En fait, on propose une solution qui est complète, c'est-à-dire que grâce à Scientifit, vous allez pouvoir scanner le pied du patient, vous allez pouvoir créer une semelle sur mesure via l'application Scientifit et après passer sur l'impression et la recevoir dans votre cabinet. Donc, c'est vraiment une solution qui est complète et le gros avantage de ce type de technologie, ça va être vraiment la précision. Il faut savoir qu'en fait, chez Scientifit, quand on a créé cette solution, on s'est tout de suite orienté par la technique qui s'appelle le frittage de poudre. Alors, pour vous en toucher quelques mots, le frittage de poudre, en fait, c'est une technologie qui existe depuis quelques décennies maintenant, mais qui jusque-là était vraiment gardée par l'industrie à haute valeur ajoutée, comme on peut avoir dans l'aérospatial, l'aéronautique, l'automobile. Et du coup, chez Scientifit, on a voulu vraiment proposer ce type de technologie hyper pertinent pour la prise en charge des patients en podologie. Et comme je viens de vous le dire, donc c'est une technologie qui est précise et cela, c'est dû à deux choses. Déjà, les imprimantes. Il faut savoir que chez Scientifit, on a notre propre parc d'imprimantes qui se trouve à Annecy et ces dernières font partie des plus performantes du marché. Et la précision, elle passe aussi par le podoclic. En fait, on a développé un scanner, donc le podoclic, qui est très précis, donc sa précision s'évalue à l'ordre du micromètre près. Et il a le gros avantage aussi de s'adapter à toutes les pratiques des pédicures podologues. C'est-à-dire, si vous voulez scanner directement le pied du patient, c'est possible. Vous pouvez scanner une boîte à empreintes, un moulage de pied ou encore scanner les coussins empreintes. Donc, c'est quelque chose qui s'adapte à toutes vos pratiques. Pour vous expliquer un peu plus précisément comment fonctionne la solution Scientifit, je vais vous détailler un examen clinique qu'un de nos collaborateurs nous a fait part. Donc, il a reçu un patient au sein de son cabinet qui avait des métatarsalgies chroniques. Donc, ça faisait 7-8 mois qu'il commençait à avoir des douleurs, notamment sur le pied droit. Et à l'heure de l'examen, ces douleurs étaient cotées à 8 sur 10. C'est un patient qui a été orienté par son médecin généraliste parce que ces douleurs faisaient que croître et malgré les antalgiques, rien ne les calmait. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'examen clinique, on n'est pas là pour ça, mais il faut savoir que le podologue, suite à cet examen clinique, il a mis en avant des pieds valgus bilatérales, des pieds valgus assez importants d'ailleurs, et notamment aussi des avant-pieds ronds bilatéralement et suivi de subluxation du 5e orteil, pareil bilatéralement. Donc, suite à tout son examen clinique, le podologue il décide de mettre en place une paire de semelles 3D. Donc, avant tout cela, il va passer par la prise d'empreinte. Donc, il va utiliser le scanner dont j'ai parlé précédemment, qui s'appelle donc le podoclic. Et donc là, il utilise le podoclic en décharge. L'utilité de la décharge, pour moi, à mon sens, elle est plurielle, mais au moins, il y a deux gros avantages. C'est que déjà, on va pouvoir scanner le pied du patient et obtenir un positif qui va être fidèle au pied du patient. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un scanner qui est très précis au micromètre près. Donc, on va vraiment avoir une empreinte qui est extrêmement fidèle au pied du patient. Et en plus, ça va permettre d'être très rapide. Pour vous donner une ordre d'idée, le scan des empreintes chargé sur l'application, en 1 à 2 minutes, vous avez les 2 empreintes. Donc, c'est quand même quelque chose de rapide, précis et fidèle du pied du patient.
Une fois que le podologue a pris les 2 empreintes de son patient, il va passer par la réalisation de la semelle via l'application. Donc, il va créer le plan d'appareillage. Ici, on est toujours sur notre patient qui présente des métatarsalgies et des pieds valgus. Donc, le podologue, il va mettre des coins supinateurs postérieurs bilatérales. De mémoire, c'était 7 mm à droite et 4 mm à gauche. Donc, on va pouvoir jouer également sur la hauteur des CSP. Il va également augmenter la hauteur des voûtes en interne pour vraiment gérer tout le valgus du pied. Et pour finir, il va mettre en place un ARC de 4 mm et ça de façon bilatérale. Donc, c'est vraiment des semelles sur mesure sur lesquelles on peut créer un plan d'appareillage comme toute technique manuelle. Suite à cela, on va passer sur le paramétrage de la dureté short. Alors ça, il faut savoir que tout début, quand on a créé Scientifique et qu'on a commencé à poser les questions aux pédicures podologues, le principal atout que recherchaient les podologues, c'était sur la dureté short. Et on s'est un peu creusé la tête et en fait, on a observé 2 EVA en short différents, donc le même matériau, l'éthylvénylacétate, et un en 20 short et un en 60 short. Et on s'est dit pourquoi le même matériau présente des différences de caractéristiques. On a juste coupé les EVA, on les a observés au microscope optique et en fait, on s'est rendu compte que le 20 short était complètement alvéolé par rapport au 70 short. Du coup, on a recréé ce système d'alvéolage. Donc, chez Scientifique, vous pouvez voir que nos semelles, elles sont ajourées. Et tout simplement, plus l'alvéole va être ouverte, donc plus on va avoir un trou important dans la semelle, plus la dureté short sera faible. Et plus cette alvéole va rétrécir, plus on aura une dureté short élevée, et voire totalement élevée à 70 short, on n'a plus du tout d'alvéolage. Donc, ce système d'alvéolage va pouvoir être paramétré sur l'application selon 14 zones qu'on peut retrouver au niveau de la slide là que vous avez. Le 20 correspond au 20 short et en cliquant dessus, vous allez augmenter 30, 40, 50, 70 short. Ce système d'alvéolage, il a un gros avantage par rapport aux matériaux qu'on utilise un peu plus classiquement. C'est ce qu'on appelle l'observance thérapeutique. Je prends l'exemple un peu absurde, mais que j'aime bien, du pilier de rugby de 150 kg. Si vous mettez un pilier de rugby sur un EVA de 20 short, on sait très bien que dans le temps, cette EVA va perdre en caractéristiques. Par contre, on ne peut pas objectiver à partir de quel moment le matériau va perdre ses propriétés. Et si on extrapole, on ne peut pas savoir à quel moment la semelle va perdre en propriété et en objectif thérapeutique. Chez Scientifique et avec nos semelles 3D, on n'a pas ce problème. Si on reprend le même patient de 150 kg et qu'on le met sur nos semelles, de par le matériau qu'on utilise, le polyamide 12, qui reprend toujours ses caractéristiques, on est sûr d'avoir ce que j'appelle l'observance thérapeutique et être sûr que le projet thérapeutique soit efficace au long cours. Si le patient il revient vers vous au bout de J0 pour vous dire les semelles elles sont top, j'ai plus mal, vous êtes sûr et certain qu'à J0, plus 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, le traitement thérapeutique sera efficace. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage de notre système avec ce paramétrage de dureté short. Une fois que le praticien a créé sa semelle, donc avec les éléments qu'il veut, le paramétrage de la dureté short qu'il veut, il obtient la semelle qu'il va réaliser en 3D. Il va pouvoir contrôler si la semelle et le plan d'appareillage est en adéquation avec son examen clinique. Et ensuite, il va pouvoir commander tout simplement ces semelles qui sont livrées en 5 jours ouvrés minimum. Un autre point que j'aime bien mettre en avant, c'est la possibilité d'éditer un compte-rendu. Je ne vous fais pas l'affront, vous savez très bien qu'il est important de communiquer, que ce soit avec son patient ou avec les autres professionnels de santé. Et chez Scientifique, on a mis en place un petit raccourci pour éditer un compte-rendu et qui permet d'avoir quelque chose de très visuel, de très efficient et qui est assez apprécié, que ce soit par les patients ou par les professionnels de santé, comme peuvent être un médecin traitant ou un chirurgien orthopédique. Si on finit sur cet examen clinique, effectivement, il y a eu un jour de contrôle qui s'est effectué au bout d'1 mois et demi ou 2 mois. Et lors de ce contrôle, le patient a expliqué qu'il n'avait plus de douleurs. Ces douleurs ont diminué par 2 au bout de la première semaine et elles se sont totalement estompées au bout de la 2e semaine. Et là, il exprime le souhait d'avoir une 2e paire.
Alors effectivement, c'est aussi l'avantage de passer sur de la 3D. Ça se fait très facilement. En un clic, vous réalisez une deuxième paire. Mais outre la rapidité de la réalisation de la deuxième paire, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir être sûr à 100% de proposer à son patient une semelle totalement identique à la première. Je pense que ça arrivait à tous les podologues au moins une fois dans sa carrière de faire une deuxième paire pour un patient, alors quelle que soit la raison, s'il a perdu sa semelle, etc. Et malgré le même plan d'appareillage, il est très difficile d'être sûr à 100% que ça soit le même plan d'appareillage, enfin la même semelle au millimètre près, tout simplement parce que on n'est pas des machines et que parfois 1 millimètre en moins ou en plus, l'œil humain ne le voit pas et le patient par contre peut le ressentir. Donc ça vraiment c'est le gros plus aussi de la 3D, c'est d'être sûr de proposer à l'identique une deuxième paire souhaitée. Les conclusions que je peux avoir dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a dépassé les 100 000 paires réalisées en 3D. On a d'excellents retours, que ce soit des professionnels, donc les podologues qui travaillent avec nous, ou les patients. On a de très, très bons retours. Ce qui en résulte généralement, ce qui est apprécié par les patients, c'est le fait que les semelles soient fines et légères. Pour vous donner une ordre d'idée, généralement, à appareillage égal sur le même patient, on sera plus fin et plus léger. Sur la légèreté, on est aux alentours de 10 grammes et sur une thermo, on est plutôt aux alentours de 60-70 grammes. Donc, c'est vraiment un argument assez phare. Et moi, pour moi, le principal argument que le podologue doit avoir en tête, c'est l'observance thérapeutique, comme je vous ai expliqué avec la dureté short. Un conseil que je peux donner également à tous les podologues, c'est de tester cette technologie. C'est-à-dire tester la solution, voyez si c'est quelque chose de pertinent pour vous, s'il y a une utilité pour votre activité et si effectivement c'est très intéressant pour vos patients. C'est pourquoi chez Scientific, on met une période d'essai, c'est vraiment pour que vous fassiez votre propre avis. J'imagine que vous avez plein de questions à nous poser. Donc, comme a dit Jérémy tout à l'heure, il y a la possibilité de réserver des créneaux avec nous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon, à poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation hyper claire. C'est vrai que petit à petit, c'est vrai qu'on voit beaucoup de cette technologie qui ressort. Évidemment, il y a des questions, notamment sur après tout ce qui est tarification. Ça, pour les tarifications, je vous conseille tout simplement d'aller sur le stand, effectivement, virtuel et scientifique, où ils ont déjà des choses qui sont bien expliquées, beaucoup de docs. Et puis, effectivement, c'est des choses qu'il faut voir un petit peu aussi à l'utilisation du professionnel de santé. Donc ça, n'hésitez pas, ils sont toute une équipe disponible. Petite question pour finir de Mathilda qui demandait à partir de combien de temps à peu près pour se changer une semelle, si tu as un cas d'usage à nous décrire. Combien de temps les semelles elles s'usent? Ouais, c'est ça? Ouais, c'est des semelles qui sont extrêmement résistantes. Moi, l'exemple que je donne, c'est sur des patients qu'on a qui sont des sportifs de haut niveau, même professionnels, qui ont tendance vraiment à user de façon un peu plus précoce leurs semelles. Et généralement, ça tient sur l'année largement, voire même 2 ans. Alors, c'est vrai que parfois, quand on dit ça, sur ce côté de durabilité, les professionnels, les podos nous disent on n'a pas forcément cette obsolescence programmée. Alors, ce n'est pas forcément bien, mais il y a aussi cette réalité économique. Moi, ce que je dis, c'est que quelle que soit la semelle, c'est aussi au podologue de faire passer son message, de dire qu'il y a une prise en charge chaque année, que la posture peut changer, qu'il peut y avoir des choses qui évoluent sur l'année. Donc, il est au moins important de faire un bilan par an, ne serait-ce que pour contrôler. Et après, ce que je dis également, et je pense qu'on ne va pas me contredire dessus, si le patient ne veut pas revenir, il ne reviendra pas. Et on a tous vu des cas sur les réseaux de semelles rafistolées au Chatterton, etc. Donc, au moins, vous vous assurez que si le patient ne revient pas au bout de 2 ans, 3 ans, sa semelle reste quand même totalement cohérente. C'est l'avantage. Et une dernière question, parce que c'est des sujets, en fait, je sais, par mes expériences passées, il y a une vraie… c'est Elsa qui pose cette question-là, mais je vais enrichir, c'est qu'il y a une vraie, en fait, en France, on attache beaucoup d'importance et de manière traditionnelle, on va dire, parce qu'on a appris et par nos habitudes aussi de travail, à fabriquer nous-mêmes nos semelles, que ce soit maîtrisé par le podologue, etc. Donc, évidemment, toi, pour le coup, qui es podologue, hein, comment effectivement, comment effectivement tu arrives à expliquer aux patients qu'en fait, on a pu cette fabrication internalisée, mais effectivement,
qu'on sous-traite simplement par un organisme de fabrication, même si ça reste du sur-mesure. Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, tu fais bien de le dire, ça reste du sur-mesure. Donc ça, c'est le côté le plus important. Et après, aux patients, ce qu'il faut leur… Enfin, généralement, je me suis rendu compte aussi que c'est nous qui pensons à la place du patient. Alors, il y en a certains qui attachent côté important du côté artisanal, mais quand on les questionne vraiment, le côté artisanal du monde médical et paramédical, finalement, il est très secondaire. Si je prends un métier qui peut se rapprocher parfois du podologue, qui est tout ce qui est l'orthodontie et les dentistes, ça ne viendrait pas à l'esprit à un dentiste de créer la dent, et généralement maintenant ils sous-traitent et ils font de la 3D. Donc ça, c'est vraiment le côté que je mets en place, enfin que j'explique aux patients, de dire c'est pas moi qui le fais, mais parce que grâce à cette technologie, ça va être beaucoup plus précis que si c'était moi qui crée la semelle. Et ça va être beaucoup plus pertinent. Je vais avoir quelque chose de plus fin et plus léger que si c'était moi qui créais la semelle. Une fois qu'ils le mettent en place et qu'ils testent la semelle et que ça les soigne, au final, que ce soit moi, podologue, ou une machine qui le fait, ça reste très secondaire, quoi. Eh bien, merci en tous les cas beaucoup pour ces éclairages. N'hésitez pas donc à aller effectivement sur la page du salon virtuel Podo Expo, voir effectivement l'équipe de scientifiques et la description de leurs produits. Puis pour les questions un peu plus techniques, ou vous prenez rendez-vous avec eux par le formulaire, ou un petit rendez-vous perso par les agendas en ligne. Bon. Merci beaucoup. Je te remercie, Jérémy. Puis je vous attends avec vos questions avec grande impatience. Merci beaucoup. Merci. Pierre, donc on va maintenant pouvoir accueillir Dr Pierre Barouk. Pierre, tu m'entends? Oui, je t'entends. Hop, et tu vas me voir normalement. Voilà. Eh ben, super. Marche. C'est déjà une bonne chose. Et après, derrière, hop, je vais pouvoir te redonner la main. OK. Alors, attends. Voilà. Hop, voilà. Normalement, tu vas pouvoir partager ton diapo. Donc, en attendant, donc, Dr Pierre Barouk, que vous connaissez sûrement, ou de nom, ou de réputation, ou alors par nos webinaires du premier confinement, où il nous avait beaucoup aidé à enrichir notre contenu. Donc, d'habitude, on fait des petits congrès présentiels avec Pierre ensemble. Ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas fait. Oui, c'est vrai. Avec cette pandémie. Donc, on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Ouais. Donc, dans l'idée, je vais vous laisser la présentation avec Pierre. Donc, dans l'idée, vous avez 15 minutes effectivement de présentation, et après, on prendra le temps de pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas pour les questions à les mettre dans l'outil questions-réponses ou dans l'outil discussion. D'accord. Écoute, je te remercie, Jérémy. Effectivement, grâce à toi, on continue à s'instruire, à apprendre et à faire ce qu'on peut pour s'améliorer, parce qu'il faut pas perdre de vue qu'il faut essayer de s'améliorer. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais choisi de ne pas faire une conférence classique sur un sujet. J'en ai fait, c'est vrai, pas mal avec diagnostic. Et on va parler de cas cliniques, de chirurgie du pied, de la pure chirurgie du pied, pour que vous ayez je sais que je m'adresse à un public de podologues, mais pour que vous ayez une vision de ce qu'on peut faire en chirurgie du pied et comment est-ce qu'on appréhende les choses. Voilà, notre vision, et il est utile d'avoir la vision du chirurgien, et comme il est utile d'avoir la vision du podologue. Donc, on va passer en revue quelques cas. Alors, allons-y. Donc, le premier cas, c'est une femme de 52 ans qui a déjà été opérée d'un hallux valgus par un SCARF, une résection arthroplastique de l'interphalangienne proximale du deuxième orteil, c'est-à-dire on enlève la tête de P1, et une arthrolyse sur la métatarsophalangienne. Elle a eu un déplacement secondaire du SCARF qui a été reprise, et ça s'est à nouveau déplacé. Donc, voilà sur une radio ce qu'on obtient, c'est-à-dire un SCARF avec une rotation latérale, enfin un premier méta avec une rotation latérale, 3 vis, alors que normalement on en met une ou deux. Donc, voilà, mais malgré ces 3 vis, ça s'est déplacé. Et on voit que la métatarsophalangienne elle a 20 degrés de flexion dorsale, 20 degrés de flexion plantaire. C'est pas nul, c'est pas terrible, mais c'est pas nul. Et la tête, elle a basculé en rotation latérale, mais aussi en flexion dorsale. Et donc, il y a aussi une douleur et une raideur sur le deuxième rayon. Vous voyez qu'il y a de l'arthrose, c'est pas net. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer? Je rappelle qu'elle a 52 ans, qu'elle a déjà été opérée 2 fois.
et voilà. Donc, on raisonne dans ce qu'il faut faire sur le premier rayon et sur le deuxième rayon. D'abord, sur le premier rayon, on se dit ce qu'on va faire, est-ce que ça va avoir une influence sur les rayons latéraux? Normalement, la correction du premier rayon peut corriger les métatarsalgies dans un certain nombre de cas. Mais voilà, ici, sûrement pas, puisque le premier méta, pour être corrigé, il doit être quand même assez raccourci et il y a un déséquilibre trop grand entre le premier rayon et les rayons latéraux. Et on peut tolérer un petit déséquilibre, des rayons latéraux un peu plus longs que le premier rayon, mais pas l'inverse, pas le premier plus long que les autres. Et il ne faut pas que la différence soit trop grande. Donc, vous voyez que sur le deuxième rayon, on voit aussi qu'il y a une subluxation. On parlait de subluxation tout à l'heure. Nous, quand on parle de subluxation, quand il y a, c'est radiologique. C'est-à-dire, on voit bien que la phalange, elle est sortie de son logement, mais elle reste un peu encore en contact avec la partie dorsale de la tête. Donc, finalement, voilà ce qui a été fait. Sur le premier rayon, l'ablation des vis et de nouveau une ostéotomie de Scarf qui a été synthésée par des broches, et sur les rayons latéraux, des ostéotomies de Weil, 2, 3, 4, 5, pour équilibrer la parabole, pour décomprimer l'articulation du deuxième rayon et pour équilibrer la parabole. Sur le Scarf, voilà, le planning préopératoire a permis de préciser ce qu'on allait faire. C'est-à-dire qu'on voulait abaisser, je vous rappelle qu'il y avait un capotage dorsal de la tête, flexion dorsale, donc il fallait abaisser la tête, il fallait la translater en latérale, et il fallait aussi raccourcir, parce qu'on ne peut pas ne pas raccourcir le premier rayon, sinon la correction, elle est sous tension, il y a trop de pression sur l'articulation, donc raideur et douleur. Et puis normalement, on synthèse par des vis, mais là, avec l'ablation des 3 vis, il n'y avait plus assez de place, on a mis des broches filetées. Voilà, donc une reconstruction radiologique qui est bien. Et voilà, l'évolution, c'est la consolidation. Vous voyez le résultat du pied à gauche. Le pied droit avait été repris aussi, mais c'était une complication différente. Et vous voyez, à la fin, quand on a retiré les broches du premier rayon, l'anatomie de ce premier métatarsien qui ressemble à un premier métatarsien natif, presque, comme s'il n'avait jamais été coupé. Et donc voilà, on a un pied plus court, certes, mais une parabole normale, l'absence de métatarsalgie, une bonne décompression sur la deuxième métatarsophalangienne et un premier rayon aligné et une femme qui a 52 ou peut-être 53 ans qui va très bien, et on a rattrapé une situation quand même qui était bien mal embarquée. Et ça, c'était il y a plusieurs années et ça va bien toujours. Voilà. Voilà, quand on voit au départ ce que c'est. Donc, la recherche de l'équilibre de la parabole métatarsienne, c'est très important. Voilà, ensuite, on va voir un deuxième cas. Une jeune fille de 18 ans qui vient pour une allomégalie, un premier rayon très long, qui est effectivement donc un pied égyptien. C'est tellement égyptien qu'on ne l'appelle plus égyptien, on l'appelle allomégalie. Alors, ça doit être, elle vient pour raison de douleur, mais quand même aussi, il faut l'avouer, esthétique. Elle a 18 ans, c'est une femme qui est assez coquette et qui a envie de porter de belles chaussures, etc. Alors, elle a des douleurs sur le premier rayon et on voit que voilà, il commence à y avoir un début de rigidus avec une bosse dorsale. On ne peut pas appeler ça encore un rigidus parce qu'il n'y a pas d'arthrose, mais en tout cas, avec un orteil comme ça, c'est ce qui va se développer. En podologie, je pense que c'est assez difficile de raccourcir un méta, en tout cas d'en diminuer l'effet d'un gros orteil très long. Et mis à part le chaussage, c'est assez difficile. Donc, il reste la chirurgie, où là, on propose un raccourcissement du méta et de la phalange. Voilà, c'est l'ostéotomie de Weil de M1, qui est cette ostéotomie de glissement proximal, avec plus ou moins des épaississements de l'os pour ne pas trop abaisser dans le recul, et le raccourcissement dans la phalange ici. Et voilà, on fixe par des vis. Et donc, on peut proposer
cette décompression longitudinale, en raccourcissant le méta, ça décomprime la métatarso-phalangienne, alors que le raccourcissement de la phalange ne va pas décomprimer l'articulation. Ça raccourcit l'orteil esthétiquement, mais ça ne diminue pas les pressions, ou beaucoup moins que le raccourcissement du métatarsien. Donc, c'est utile sur l'esthétique et les douleurs présentes, mais surtout sur l'évolution future de l'arthrose potentielle. Voilà la radio à 1 an qui montre voilà, un orteil encore un peu égyptien, mais esthétiquement beaucoup mieux et fonctionnellement beaucoup mieux aussi. Voilà, ça c'était l'allomégalie. Ensuite, ici, un autre cas, une femme de 38 ans qui a été opérée 12 ans avant, qui est prof de sport et qui vient pour une douleur métatarsophalangienne, donc avec une mobilité peu importante, simplement 10 degrés de flexion dorsale, c'est vraiment pas beaucoup, et un peu de flexion plantaire, mais ça c'est un peu moins grave, mais c'est surtout la flexion dorsale, et ce pincement, cette usure, et également une déviation en hallux varus. C'est-à-dire, vous voyez ici, le cartilage, il est orienté vers l'intérieur, et donc c'est un hallux varus et rigidus. Donc là, on a, et puis il faut voir qu'on a une raideur de l'interphalangienne ici. Elle est raide parce qu'elle a eu une fracture avant. Vous voyez ici, on voit la petite encoche là. Donc, elle a une interphalangienne très raide, une métatarsophalangienne très raide. Donc, ça commence à être très compliqué. Et la raideur de l'interphalangienne vient reporter des contraintes sur la métatarsophalangienne qui déjà n'en peut plus beaucoup. Donc, elle a 38 ans, elle est prof de sport. Évidemment, avec une telle usure, on pourrait lui proposer l'arthrodèse, mais cette arthrodèse métatarsophalangienne est contre-indiquée, parce que si on bloque ici et qu'on met toutes les contraintes sur l'interphalangienne, ça ne va pas aller du tout, surtout chez quelqu'un de jeune. Donc, il faut conserver l'articulation. Eh bien, c'est comme tout à l'heure, l'ostéotomie, il faut savoir ce qu'on veut. Donc là, il faut reculer, il faut translater en médial, et il faut aussi légèrement tourner la tête pour que le cartilage le rende un peu plus perpendiculaire à l'axe de l'os. Là, il est trop incliné vers la partie médiale. Donc, recul, rotation latérale et translation médiale pour le varus. Voilà. Et vous voyez qu'on obtient un alignement, il n'y a pas de varus, on obtient une bonne décompression de l'articulation et une bonne orientation du cartilage. Vous voyez la mobilité, dès qu'on recule, de toute manière, on va augmenter la flexion dorsale. Et voilà. Donc, en chirurgie, on raisonne beaucoup sur la position du premier métatarsien. C'est fondamental et on raisonne beaucoup sur les radios qui nous aident à calculer la position du premier méta. Et il suffit de savoir où le mettre et après, on a des outils, le veil, le scarf, qui nous permettent d'y arriver. Donc, c'est voilà. Et là, on voit le résultat un peu plus à distance avec un pied qui a été un gros orteil raccourci, mais pas trop. Vous voyez, c'est tolérable. Là, on a un premier méta. Bon, là, l'image, elle est un peu bizarre, mais c'est surtout sur le profil qu'on s'aperçoit qu'il y a une bonne décompression de l'articulation. Le premier est pas trop court par rapport au deuxième, et elle n'a pas de métatarsalgie transfert. Mais ça, c'est à surveiller, c'est éventuellement à appareiller. Sur ces métatarsalgies de transfert suite au recul du premier rayon, ça peut nécessiter des reprises chirurgicales, mais souvent, il y a une adaptation du pied et une semelle temporaire ou de temps en temps définitive est là pour aider. Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps, Jérémy, d'en faire un autre, ou si vous voulez qu'on discute, j'en ai un autre. Oh, si, vas-y, avec plaisir. On y va? Ok. Donc, voilà, donc ça c'est un cas encore de la iatrogénie. Vous vous dites, il n'y a que des pieds qui ont été mal opérés et qui ont été opérés et qui vont mal et qu'il faut reprendre. Oui, c'est vrai, ça fait partie c'est une certaine partie de ce que je fais au quotidien parce que la chirurgie du pied n'est pas toujours réalisée comme il faudrait. Et c'est vrai que je concentre un peu beaucoup de cas de la région, mais
c'est vrai qu'il faut bien réfléchir avant une opération et il faut bien la faire. Voilà. Donc là, encore une opération qui n'a pas marché. Un hallux valgus, c'est reparti. Une femme de 55 ans qui a été opérée déjà 2 fois. On voit surtout qu'il y a une luxation du deuxième rayon. Voilà, c'est ça un peu la clé du problème. Il y a une luxation métatarso-phalangienne et une récidive. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire des deux côtés? Alors, scarf sur scarf, c'est-à-dire j'ai fait un scarf j'ai refait un scarf. C'est pas moi qui l'avais opéré, mais ça avait été un scarf qui avait été fait. Donc, scarf sur scarf, voilà, c'est bien aligné de chaque côté. Là, il y a une osteotomie de P1, là, il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Un veil, c'est un recul du deuxième méta. D'habitude, je mets des vis, là, je n'avais pas mis de vis. Et un DMMO, c'est-à-dire un recul percutané des métatarsiens 3 et 4. Voilà, on coupe, on ne met pas de vis et ça recule pas mal. Là, vous avez un cal vicieux assez important et c'est normal. Et j'avais aussi allongé le gastrocnémien médial chez cette patiente, geste que je fais de temps en temps quand c'est nécessaire. Alors, on va suivre l'évolution du pied droit. On était content parce qu'il y avait, voilà, il y a une bonne parabole, hein, 1 égale 2, 3 légèrement plus court que 2, et le 4 un peu plus, hein, 3, 6, 12, et un premier rayon aligné. Douleur sur le premier rayon à 3 mois. À 6 mois, ça persiste. Là, la métatarso-phalangienne, elle est bien. Parce que la radio n'est pas très bien prise, qu'on a l'impression qu'il y a une subluxation, mais non. Et sur le profil, on voit on ne le voit pas très bien, c'est assez flou, mais une ascension de la tête, voilà, comme si elle avait un peu traversé comme ça. Et du coup, la vis, elle est en bas. Donc, je la reprends et j'enlève la vis. Et simplement, parce que je pensais qu'elle gênait en dessous, je constate qu'il y avait une petite mobilité dans le foyer ici, et je me dis qu'en enlevant la vis, ça va finir de consolider, et elle s'en va. Donc, elle est toujours un peu sensible, mais elle va bien, elle marche bien, elle n'a pas de métatarsalgie, un petit peu sensible sur le premier méta. Et je la vois, elle part, et puis comme tous mes patients, je les convoque à 1 an de l'opération, et donc elle revient 1 an après l'ablation de la vis. Donc, bonjour madame, comment allez-vous? Oui, je suis encore un peu sensible sur le premier métatarsien, là, enfin sur le gros orteil. Je n'ai pas de métatarsalgie. Voilà, j'ai encore un peu mal, et bon, ouais, voici la radio. Et là, la radio, et on voit ce trou ici, il n'y a plus d'os. C'est complètement déconnecté, là, les deux fragments osseux. Il y a une pseudarthrose, donc une non-consolidation du premier méta qui est très importante, avec une grosse perte de substance et une patiente qui supporte malgré tout assez bien, probablement parce qu'elle marche beaucoup sur ses rayons latéraux, mais voilà, ça bouge complètement, elle est vraiment instable et douloureuse. Donc là, j'ai un peu les cheveux qui se hérissent, il faut la reprendre. On pense tout de suite à une infection. C'est la première chose à laquelle il faut penser. Donc, d'abord, il y a eu des prélèvements bactériologiques au bloc, hein, vraiment avec un petit curetage. Il n'y a pas d'infection. Donc, on va pouvoir réfléchir à comment reconstruire ce premier métatarsien. Donc, voilà, prélèvement bactérieux négatif. Donc, je vous donne la solution. Il y a plusieurs solutions. Celle que j'avais choisie à l'époque, c'était de faire un petit abord, de cureter et d'impacter un greffon cortical que j'ai pris au niveau de la crête iliaque, vraiment un cube, un peu, voilà, comme un bouillon cube de cette taille-là à peu près, impacté dans la pseudarthrose. Et l'ostéosynthèse, au lieu d'ouvrir en grand et de mettre une plaque et des vis et de tout dépérioster, de tout mettre à nu, de risquer un peu plus l'infection et de faire voilà, un abord invasif, j'ai simplement mis des broches qui pontent le premier méta avec le deuxième métatarsien, ce qui fait que c'est très rigide. Et ça, pendant 1 mois, ces broches, et la résine sans appui pendant 2 mois. Donc, ça permet de stabiliser le foyer et de permettre à la greffe d'être incorporée au premier métatarsien. Voilà. Donc, à 6 mois,
elle a encore quelques douleurs qui me rappellent un peu quand elle avait sa pseudarthrose. C'est un peu sensible, mais ça va. Mais elle dit quand même qu'elle est un peu mieux. Et puis, à 11 mois de la reprise, enfin, là, je vois la consolidation obtenue au niveau du premier méta. Là, je suis soulagé. Je me suis dit, enfin, on en a fini avec vous, madame, vraiment. Et elle dit, oui, oui, ça va, mais maintenant, j'ai mal sous les autres orteils. Donc, là, c'est un peu désespérant. Bon, alors, évidemment, à chaque fois que j'ai opéré, on a essayé de ne pas être chirurgical, évidemment. On a utilisé les semelles et toutes les possibilités qu'on avait qui étaient censées ou qui pouvaient éventuellement améliorer. Enfin, là, elle a mal sous les têtes des métas, avec des métas effectivement très longs, parce que dans cette histoire, le premier méta, il s'est raccourci. Il y a une grande différence ici. Et j'avais fait un recul des métatarsiens en percutané là et là, à ciel ouvert ici pour la luxation. Vous voyez qu'il y a encore quand même une subluxation sur le deuxième. Donc là, je n'ai pas hésité. Je lui ai dit, bon, écoutez, il faut y retourner. Les semelles ne marchent pas. Il faut aller reculer les autres métatarsiens. Et donc, voilà. On y revient une dernière fois. 1, 2, 3, 4. 4 ostéotomies. On recule les métas. Et en fait, cette opération est passée comme une lettre à la poste, si je peux dire. Mais on a été jusqu'au bout des choses. Maintenant, elle est bien. Elle n'a pas de métatarsalgie. Elle a un premier rayon axé. Et ça a été très, très difficile, très long. Mais on y est arrivé. On ne l'a pas laissée en situation d'échec. Parce que quand elle avait sa pseudarthrose, c'était en échec. Quand elle avait ses métatarsalgies non soulagées par rien d'autre, c'était une situation d'échec. Donc voilà, la chirurgie du pied est une chirurgie qui demande des fois des retouches ou des reprises même qu'on peut appeler. Et voilà, l'important c'est d'arriver à un résultat final qui satisfait le patient et surtout qui le satisfait pour l'avenir. Voilà, parce que là, elle a un pied avec lequel elle pourra aller loin. C'est solide, c'est bien orienté, tous les os sont à leur place. Alors que s'il y a un déséquilibre, il ne va faire que s'accentuer avec le temps. Voilà. Donc, écoutez, c'est un peu la fin. Merci Pierre. Juste une petite parenthèse, parce que donc Pierre travaille à la clinique du sport de Mérignac, moi je suis podologue à Niort. C'est vrai qu'on a quelques patients en commun et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de voir tes cas pratiques comme ça, parce que c'est vrai qu'on a quelques… comment expliquer ça en restant bon dans le propos? En fait, je trouve que ce qui est assez simple de travailler avec Dr Barouk, c'est de pouvoir effectivement envoyer des patients qui sont en échec de chirurgie faite par d'autres confrères, où effectivement tu arrives à avoir une analyse quand même en second avis ou pour des retouches, ce qui n'est pas toujours, je pense, ce que vous préférez, parce que c'est peut-être un… Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, je me sens à l'aise D'accord. là-dedans. Ah oui, je me sens à l'aise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le patient. Hein. C'est C'est juste. pas toujours ce qu'on, en toute transparence, pas toujours ce qu'on entend. Des fois, on envoie un chirurgien pour avis et puis on sent que bah bon, la retouche, c'est toujours voilà, il sait que ça peut être une opération un petit peu plus délicate, sûrement. Mais non, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. La retouche, c'est pas délicat. Si on sait ce qu'on fait, si voilà, il faut être clair avec le patient. Qu'est-ce que je peux vous espérer vous apporter? Et voilà, la balance des risques et des bénéfices. Et puis voilà, là, je crois que c'est un tabou, hein, la retouche. Pour beaucoup de chirurgiens, ils ont peur d'y retourner sur leurs patients à eux parce que c'est reconnaître qu'ils ont fait une erreur, sur les patients des autres parce qu'ils n'ont pas envie de trop s'embrouiller avec les autres et voilà. Mais je pense à un chirurgien du pied, je ne suis pas le seul, mais qui est spécialisé dans le pied, il est sûr de lui et s'il voit quelque chose qui ne va pas, je crois qu'il ne faut pas hésiter à y retourner parce qu'on a les moyens. Le pied, c'est pas comme la hanche ou le genou. Aller reprendre une prothèse de hanche ou reprendre une prothèse de genou, c'est compliqué, c'est lourd, il y a des risques, etc. La chirurgie du pied, ça peut être touché. Voilà, il y a toute une possibilité. Et quand les patients qui sont en échec et que voilà, ils vous voient, vous leur dites bah oui, je peux quelque chose pour vous,
c'est un grand soulagement psychologique aussi, hein. Et, Mais et ils savent que ça peut aussi ne pas être la faute d'un chirurgien, hein, mais ça peut être la Et faute à oui, de toute chance. façon, on connaît tous, je pense, en tant que professionnel de santé, euh, des échecs, des choses qui ne se passent pas comme on avait prévu, alors qui peuvent paraître simples au début, mais qui se compliquent pour X raisons. Nous, ça peut être par le traitement personnel orthopédique ou autre, donc je pense qu'on connaît tout ça, donc il n'y a pas de. Juste Mmh. pour le dernier cas, est-ce que tu as réussi à après savoir un petit peu la cause de cette dégradation du premier métatartien ou c'est resté un petit peu Oui, ensuite? alors je pense évidemment, il faut toujours réfléchir à pourquoi ça n'a pas marché. Tout est parti du fait que voilà, le premier métatarsien n'était pas solide. En fait, c'est une femme qui est quand même assez obèse, hein, vous pouvez le deviner quand vous voyez ses pieds, que c'est une femme très lourde et qui, voilà, peut-être mon ostéosynthèse au niveau du premier méta n'était pas suffisante et qu'elle a marché trop fort, trop vite dessus, que ce n'était pas tout à fait solide. Et donc, ça n'a pas consolidé, ça s'est impacté et raccourci et pas bien consolidé. Après, j'ai fait des erreurs sur ce cas. J'aurais peut-être dû faire une ostéosynthèse solide au lieu d'enlever juste la vis et pas me dire que l'ablation de la vis allait permettre à l'os de consolider, ce que j'ai voilà, obtenu sur d'autres patients. Il suffisait d'enlever la vis et ça faisait consolider parce que la vis gênait. Elle était au milieu et elle empêchait à l'os de s'impacter. Et voilà, mais là, ça n'a pas marché. Donc, voilà, c'est facile à dire après, mais c'est vrai que j'aurais pu lui mettre une plaque et des vis euh, plus tôt. Voilà, Et puis je pense qu'on va toujours sur ce qui est le moins invasif. exactement. Mais là, j'aurais dû être invasif, voilà, plus invasif d'emblée, mais c'est c'est pas toujours évident. Ce rapport bénéfice-risque, je suis invasif, mais je peux vous coller une infection. Enfin, c'est compliqué, hein, tout ça, c'est sûr. Mais voilà, on finit par y arriver. Et cette patiente est très gentille et enfin, elle est restée avec moi jusqu'au bout et elle a eu raison. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour effectivement les dernières questions. S'il y en a qui veulent rebondir là-dessus après la nuit, qui portent parfois conseil, n'hésitez pas à m'envoyer par mail effectivement sur les contacts. Les questions, je retransférerai à Dr Barou qui est quelqu'un de très très accessible, de très très disponible pour échanger. Et Pierre, tu veux clôturer peut-être cette première journée de webinaire scientifique? Eh bien, écoutez, oui, mais, avec plaisir. Mais enfin, c'est quand même toi le maître de Ouais, mais bon, cérémonie. Mais en historiquement, tout cas, voilà, je suis très heureux de participer à cette session scientifique. Et puis, voilà, c'est un salon. Il faut que vous fassiez comme si vous étiez en virtuel. Allez voir, allez poser des questions et allez discuter dans les couloirs. Voilà. et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude du physique. Et en fait, il faut que les gens, effectivement, prennent l'habitude d'aller se promener sur du stand virtuel, d'aller voir Ouais. tout le monde de la podologie, parce qu'en fait, on a besoin de chacun, hein. Et c'est vrai que des fois, c'est quelque chose qui est dur en termes d'habitude. Je finis par une dernière question, Pierre, et puis après, on se quitte pour tes consultations. C'est Marianne qui demande, est-ce que vous demandez une ostéodensitométrie avant chaque opération ou pas? Non, non, non. À part si je suspecte une ostéoporose. Et, et voilà. Après, savoir que l'ostéoporose, les os consolident aussi bien, mais ils sont plus fragiles. Effectivement, ça peut, quand il y en a, ça nous fait un peu changer nos façons de couper les os pour que ça soit un peu plus stable et peut-être mettre un peu plus de vis pour que ça soit plus solide. Parce que ça peut se déplacer. Mais on ne le demande pas systématiquement. On se fie un peu à l'aspect radiologique et la texture de l'os aussi quand on le coupe. Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci encore Voilà. de t'être rendu disponible. Et puis, Avec bah, vous plaisir. pourrez revoir ça en replay sur le Podo Expo, donc le e-salon virtuel. Bien. Je te remercie. Allez, bonne Merci. Au journée. revoir. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.